Kylian Mbappé a 27 ans et n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or. Qui l'aurait cru il y a plus de 10 ans de ça lors de son éclosion époustouflante à Monaco. Lui à qui tout le monde brodait, imaginait un destin similaire à celui de Ronaldo ou Messi. Et bien finalement le destin de sa carrière a été tout autre. Bienvenue aujourd'hui pour le bilan de Kylian Mbappé et la suite pour lui au Real Madrid. On va se demander ce que doit faire le club de la capitale espagnole avec le cas de l'attaquant français. Et pour faire un constat de ces 2 ans depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, eh bien c'est seulement 2 titres, la FIFA Intercontinental Cup ainsi que l'UEFA Super Coupe. Vous vous souvenez, c'était contre l'Atalanta il y a plus d'1 an de ça, mais voilà. Ça veut donc dire que c'est un palmarès assez maigre et qu'en 2025-2026 c'est une saison blanche et que quand même depuis son arrivée c'est 0 Liga et 0 Ligue des Champions. D'ailleurs en parlant de la coupe aux grandes oreilles, la spécialité, la tradition du club madrilène, il faut savoir qu'avant la venue d'Mbappé, sur les 4 éditions précédentes, à chaque fois c'était dernier carré, demi-finale en 2020-2021, 2 finales, enfin même 2 succès en 2021-2022 et 2023-2024, alors que depuis que Kylian a rejoint les merengues, c'est 2 échecs coup sur coup en quart de finale. Évidemment ce n'est pas aussi binaire, on va pas faire le raccourci de c'est à cause de Mbappé que le Real n'est plus successful en Ligue des Champions, mais quand même si tu mets en exergue le destin croisé du PSG qui lui avec le départ de Kylian a remporté la LDC pour la première fois de son histoire, et là cette année avec la demi-finale contre le Bayern est pas loin de faire un back-to-back historique. Ça ouvre quand même des questions quant à l'impact de Mbappé sur un collectif et l'absence de succès des équipes dans lesquelles il figure. D'ailleurs il y a un aspect intéressant dans le jeu d'Mbappé, c'est qu'il concentre beaucoup des buts marqués et finalement inhibe un peu ses partenaires d'attaque. Vous avez par exemple ici les stats du PSG en Ligue des Champions en 2023-2024, donc la dernière année de Kylian. En abscisse il y a les buts marqués par match et en ordonnée la possession. Vous voyez que le PSG de Luis Enrique voulait avoir le contrôle de la balle, mais par contre en termes d'efficacité et d'entente collective offensive c'était pas terrible, alors que le PSG 2025-2026 réunit parfaitement ces 2 paradigmes, avec évidemment la plus haute possession de cette édition de la LDC, mais un ratio de buts par match supérieur à 2,8. C'est quand même contre-intuitif de se dire qu'en te débarrassant de Kylian sans le remplacer en plus, tu mets désormais l'équivalent de quasi 2 fois plus de buts en LDC, mais c'est la réalité. Et donc alors qu'échouer au Real Madrid a beaucoup plus de fracas que nulle part ailleurs, on se doute que pour la saison 2026-2027 un gros chantier va être mis en place par Florentino Pérez. On sait que beaucoup de choses vont bouger et donc c'est le moment de se poser la question Kylian Mbappé, quel avenir pour lui et quel avenir pour le Real Madrid? Avant de rentrer dans tout ça et prolonger dans l'analyse, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne, merci beaucoup. Ok, en préambule, je vais arrêter un petit peu de taper sur le crâne de Mbappé et remettre l'église au centre du village, en rappelant quand même que c'est un immense joueur et que même en Ligue des Champions, là où on lui fait la plupart des reproches récents, ça reste un gars qui a beaucoup d'images et beaucoup de moments marquants dans toute sa carrière. Vous avez déjà pour moi le premier, sa performance devant le mur jaune contre Dortmund en 2017 en quart de finale. Ensuite, on pousse de 4 ans et en 2021, il y a coup sur coup son triplé face au Barça et son doublé dans ce match contre le Bayern, ce fameux match dans la neige un petit peu foufou. Également l'année suivante, il y a ce 1-0, même la double confrontation contre Madrid qui derrière ira récupérer le titre, où je trouvais que cette version de Kylian Mbappé d'ailleurs était peut-être la meilleure de toute son histoire. Le mec était électrique, il était terrifiant, il était vif, t'avais l'impression qu'il pouvait marquer à tout moment. D'ailleurs c'est ce qu'il avait fait à la toute dernière seconde du match aller en mystifiant totalement Militao et Vasquez, et même au match retour, malgré que sa team se soit bien chié dans le froc, lui il avait été exceptionnel. Bref, et c'est pas fini, il y avait le Barça 2024, bon c'était pas son meilleur match dans le jeu, mais il ressort avec un doublé et la qualification en demi-finale. Et plus récemment, son dernier gros souvenir, c'était en 16e avec le Real l'an passé où il met ce triplé face à City. Il y a d'ailleurs cette image très marrante où il vient un petit peu chambrer, se moquer de Guardiola avec la petite feinte intérieure. Tout ça pour dire que c'est quand même quelqu'un qui a l'étoffe Ligue des Champions, et d'ailleurs les statistiques le confirment, c'est déjà à 27 ans à l'heure actuelle le 6e meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, à une seule petite unité de Raoul. On imagine qu'il va le dépasser très prochainement, et donc oui, on vient d'enfoncer une porte ouverte, mais Kylian est un grand joueur qui sait aussi faire la différence dans les grands matchs. Mais alors pourquoi la vie d'un club semble être beaucoup plus agréable et pleine de réussite sans Kylian Mbappé plutôt qu'avec Kylian Mbappé? Et le premier facteur que j'identifie qui explique ce phénomène, c'est l'espèce de Kylian dépendance, l'auto-surresponsabilisation que
se donne le français, ce qui fait qu'il se met vraiment au centre de toutes les actions, qu'il veut être vraiment le dépositaire principal des buts de son équipe et ça a tendance à fortement inhiber les autres offensifs qui sont avec lui. Vous avez par exemple des statistiques qui l'illustrent parfaitement. En 2023-2024, sa dernière saison au PSG, lui son bilan stats c'était 40 buts, 10 passes D, toutes compétitions confondues. Si tu fais la comparaison avec ses deux compères d'attaque, donc Barcola et Dembélé, pour Bradley c'était 5 buts, 9 passes D et pour Ousmane 6 buts, 12 passes décisives. Et pire encore dans ce constat, c'est que Mbappé à lui tout seul cette saison-là c'était effectivement 44 buts, mais c'était le même bilan que l'ensemble de tous les offensifs du PSG. Donc si tu fais Barcola plus Kolo Muani plus Dembélé plus Kanginli plus Asensio plus Ramos, c'était également 44 buts. C'est un truc qui est inhérent avec le leadership et la qualité de Mbappé et c'est la même chose qu'on retrouve au Real Madrid cette année, cette saison. Mbappé a pour le moment marqué 41 buts, toutes compétitions confondues, et si tu fais Vini plus Rodri plus Garcia plus Bellingham plus Güler, t'arrives à 40 buts. Alors que si tu compares au Real Madrid 2023-2024, l'année avant l'arrivée de Kylian Mbappé, c'était beaucoup plus réparti de manière équilibrée avec 24 buts pour Vinicius, 23 pour Jude, 18 pour Joselu et 17 pour Rodrigo. On a donc ce phénomène où à la fois Kylian Mbappé accapare beaucoup trop d'importance parce qu'il le réclame et aussi une tendance où ses coéquipiers ont aussi tendance à se cacher, se dédouaner de leurs responsabilités offensives sur Mbappé et leur rendement en devient beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. Bon, et malgré tout, même si dans le football moderne on met beaucoup plus l'accent sur les collectifs, exemple récent avec le Bayern et le PSG qui n'ont pas vraiment un buteur référence, une star offensive, quand même faut avouer que ce modèle dont s'inspire Kylian c'est un petit peu celui de Cristiano Ronaldo et pourtant c'est quelque chose qui il n'y a pas si longtemps de ça a très bien fonctionné en plus du côté du Real Madrid qui a pris la LDC 3 fois d'affilée entre 2016 et 2018 avec comme Kylian un mec qui mettait quasiment tous les buts de son équipe et qui était vraiment le référent offensif des merengues. Bon, et du coup ça veut dire qu'il y a un autre problème, et celui-là je pense qu'on est tous à le pointer du doigt, surtout Luis Enrique le premier le pointait beaucoup du doigt du côté du PSG, c'est l'absence quasi totale d'efforts défensifs de la part de Mbappé. Vous avez ici une comparaison entre lui et Ousmane Dembélé, et vous allez voir que malgré qu'il soit dans ce même poste de numéro 9, c'est pas du tout les mêmes contributions défensives. Déjà en termes de distance parcourue par match, c'est plus d'1,5 km en faveur de Ousmane Dembélé. En termes d'action défensive par 90 minutes, on est à 0,39 côté Mbappé pour 1,20 côté Dembélé. Idem du côté de nombre de récupérations par match et nombre d'interceptions par match, c'est largement l'attaquant du PSG qui tient la corde. Et en plus dans ce football moderne de compagnie de Enrique, le numéro 9 est vraiment le premier instigateur du pressing collectif. Cette fameuse image de Dembélé face à l'Inter en finale de Ligue des Champions où il vient mettre une pression folle, il fait que sprinter pour harceler Yann Sommer. C'est un aspect du jeu qu'on ne retrouve pas du tout chez Kylian Mbappé, donc ça empêche d'un côté ces équipes de développer un vrai jeu asphyxiant, un vrai pressing collectif et pousse aussi sa team à jouer dans un bloc plus médian, plus bas. Bon, et on va passer sur le troisième et dernier gros problème que j'identifie avec Mbappé dans sa situation au Real Madrid, c'est que Kylian veut ce rôle central de numéro 9 alors qu'il n'est en réalité pour moi pas du tout un vrai 9, pas du tout un vrai attaquant de pointe. C'est très loin d'être un gars qui va rester dans cette zone, qui va fixer les défenses, ouvrir des espaces pour ses coéquipiers et être à la réception des centres, pas du tout. C'est surtout quelqu'un qui va chercher à pas mal dézoner, à essayer d'organiser un petit peu le jeu et aussi délaisser cet axe pour venir traîner un petit peu dans ce demi-espace gauche, sa zone favorite du terrain. Mais les deux gros soucis que ça pose ce style de jeu, c'est que déjà tu délaisses totalement l'axe et donc tu n'as pas ce pivot, ce numéro 9 qui vient justement fixer les défenses et permettre au reste du collectif d'avoir un petit peu plus d'espace. Et aussi tu as ici la hitmap sur l'entièreté de la saison entre Mbappé et Vinicius. Vous voyez que quand tu as un ailier gauche performant qui joue dans la même équipe qu'Mbappé, et bien malheureusement les deux ont tendance à se marcher sur les pieds. Vous avez ici les zones favorites des deux joueurs, c'est quasiment les mêmes. On a eu cette saison pléthore d'images choquantes où en fait t'as les deux qui sont vraiment sur ce côté gauche dans ce demi-espace et se marchent dessus. C'est un vrai poison pour moi à l'équilibre collectif offensif. Et en plus à mon avis les meilleures versions qu'on a eu d'Mbappé tout au long de sa carrière, c'est quand il a pu jouer avec quelqu'un, un numéro 9, un attaquant qui lui servait un petit peu de pivot. Que ce soit avec Cavani par exemple du côté du PSG ou même à l'époque Monaco quand il avait Falcao qui jouait un petit peu ce rôle, ou encore récemment en équipe de France où même lui il a exprimé que ça lui faisait du bien
bien de jouer avec un joueur comme Giroud qui lui offrait justement plus d'espace. D'ailleurs, une déclaration qui suivait celle un an plus tôt où il disait qu'il n'était pas super à l'aise en jouant avec Olivier Giroud parce que pas le même profil technique qu'un Benzema, blablabla. Bref, un petit peu d'hypocrisie de sa part. Mais on a vu à la Coupe du Monde 2022 qu'avoir un neuf, un pivot à côté de lui, ça lui ouvrait pas mal d'espace à Kylian. Mais malheureusement, ce profil n'est pas disponible à l'heure actuelle au Real Madrid et donc à mon avis les merengues ont le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue pour l'année prochaine. Soit du côté rouge, eh bien tu te débarrasses de Kylian Mbappé, je ne sais par quel moyen, et tu reconstruis effectivement avec Vinicius qui est ta star offensive et qui occupe une bonne fois pour toutes ce côté gauche et tu recrutes un vrai numéro 9. Soit au contraire tu prends la pilule bleue et tu dois adapter un petit peu ton système, recruter aussi un numéro 9 pivot pour permettre à Kylian d'un petit peu mieux s'exprimer et tu te débarrasses de Vinicius en construisant tout ton projet futur sur 2-3 ans autour de Kylian Mbappé. Bon, et si tu poses la question aux fans du Real, je pense qu'ils te répondront la pilule rouge, c'est-à-dire se débarrasser de Kylian. Il y a d'ailleurs ce site qui a été fait par un socio du Real qui fait un compte à rebours jusqu'à la fin du contrat d'Mbappé avec à chaque fois le coût en euros de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. C'est très drôle, il y a un petit ras-le-bol du côté des fans merengues. Mais du coup, mon opinion sur le sujet, c'est qu'il faut reconstruire avec Kylian. Vous l'avez vu sur le visuel précédent, son contrat se termine en 2029 et je pense pas qu'il y ait des clubs qui soient capables de mettre 150-200 millions à l'heure actuelle pour s'attacher les services du français. C'est trop compliqué, alors qu'un qui est plus facile à mon avis à refourguer et qui cherche je crois aussi un point de chute, ça fait un moment qu'avec son clan ils sont de plein d'autres clubs même jusqu'en Arabie Saoudite, c'est Vinicius. Et donc moi mon option c'est d'effectivement reconstruire autour de Mbappé et de se débarrasser de Vinicius. Bon, et maintenant qu'on a mis Kylian au cœur du projet, quel système de jeu il faut pour qu'il s'exprime au mieux et que ses coéquipiers puissent aussi être dans de meilleures conditions. Comme on l'a dit, il y a deux soucis avec Mbappé, il ne défend pas et a besoin d'un espèce de point d'appui d'un autre attaquant avec lui pour être le meilleur. Récemment, il y a Arbeloa qui nous a donné un début de piste avec un bon 4-4-2 à plat bien à l'ancienne. Je pense que ça vaudrait le coup de retenter ça, mais avec Mbappé plutôt sur ce côté gauche de l'attaque du 4-4-2 et du coup pour l'année prochaine un buteur qui occupera ce côté droit. Sinon, en équipe de France en 2022, il y a des gens qui avaient trouvé une recette assez intéressante tactiquement. Sur le papier, en tout cas en phase offensive, c'était une sorte de 4-3-3, 4-2-3-1 avec en gros Griezmann en 10, Giroud en pointe, Mbappé plutôt sur le côté gauche et Dembélé sur le côté droit. En revanche, pour le décharger de toute tâche défensive, c'était un système hybride où justement en phase où la France n'avait pas le ballon, ça se transformait en 4-4-2 avec d'abord Griezmann qui intégrait ce milieu de terrain, Dembélé qui était effectivement sur le côté gauche en défense et Rabiot qui avait ce rôle hybride milieu terrain mais milieu gauche en phase défensive qui défendait en gros à la place de Mbappé sur ce flanc, et ça laissait alors Olivier Giroud et Kylian comme deux buteurs, les deux attaquants de pressing axiaux, ce qui répondait à la problématique d'à la fois laisser Mbappé en attaque sur ce flanc gauche mais ne pas le faire défendre. Bon, et du coup avoir deux buteurs qui ne défendent pas et au moins l'un d'entre eux, Kylian Mbappé, qui ne sera pas trop assidu au pressing, ça pose quand même souci dans ce football moderne où la pression est très importante, et donc peut-être ça vaudrait le coup de s'inspirer de la dernière trouvaille de Didier Deschamps, un système qu'on aura d'ailleurs sûrement à la Coupe du Monde cet été. C'est en fait un 4-2-3-1 qui paraît assez simple. On n'a pas d'invention, Matuidi ailier gauche, Rabiot ailier gauche en phase défensive, non. En revanche, il y a un poste qui est super important, c'est ce poste d'ailier gauche où en fait il te faut un profil hybride. Il te faut en gros quelqu'un qui est à la fois attaquant gauche mais aussi buteur numéro 9. Ça a été équitiqué récemment mais ça a pu être Kolo Muani ou Marcus Thuram. Et en fait ça permet quoi? C'est qu'en phase défensive c'est effectivement ce joueur là qui va défendre le flanc gauche, laissant Kylian Mbappé ne pas presser, ne pas défendre à la pointe de l'attaque française. En revanche, quand la team a le ballon, on sait qu'Mbappé aime bien dézonner, donc il va venir un petit peu occuper ce côté gauche, et ce joueur hybride a pour rôle de faire l'inverse des déplacements d'Mbappé, donc occuper ce couloir quand Mbappé reste dans l'axe. En revanche, quand Kylian dézone et vient jouer sur cette aile gauche, et bien Ekitike ou Thuram doit venir jouer ce rôle de numéro 9, aller jouer ce rôle de pivot et se mettre entre les deux centraux, laissant à Kylian Mbappé l'espace nécessaire dont il a besoin dans ce demi-espace gauche. Personnellement, c'est l'option sur laquelle je partirais si j'étais le futur entraîneur du Real Madrid pour 2026-2027. C'est un système qui pour moi est un peu plus en phase avec le football moderne, qui met aussi Mbappé dans de bonnes conditions, et collectivement t'as qu'un seul joueur en gros qui ne presse pas plutôt que deux dans un 4-4-2 traditionnel. Rajoute à ça que je trouve que ça s'imbrique bien avec les qualités des joueurs, qui permet aussi à Jude Bellingham de retrouver ce rôle de numéro 10. C'est donc quelque chose à mon avis à privilégier. Bon, je vous ai mis la compo probable pour l'année 2026
2026-2027 avec des petits points d'interrogation. Je sais pas s'il y aura des recrues à ces postes-là et je sais pas si Rodrigo sera remis à temps. Mais ce qui nous intéresse dans ce débat, c'est que ce profil de ailier gauche qui peut aussi se muer en vrai numéro 9, le Real ne l'a pas à l'heure actuelle. Peut-être que Gonzalo Garcia peut être testé, mais pour moi ça paraît beaucoup trop léger et je l'imagine pas être vraiment performant sur cet axe gauche. Alors le Real doit se mettre en quête de trouver ce profil. Il y en a deux qui sont assez évidents, c'est Marcus Thuram et Randal Kolo Muani parce qu'on les a vus faire ça un petit peu en équipe de France. J'ai aussi en tête Isaac et Ekitike, mais à mon avis impossible de les bouger de Liverpool. Surtout qu'Hugo Ekitike a eu récemment une très grosse blessure et je pense pas qu'il jouera ne serait-ce que quelques minutes la saison prochaine. Et pour finir, il y en a un qui pour moi est le profil quasi parfait, c'est Omar Marmouche, qui est pas forcément en odeur de sainteté avec Guardiola à l'heure actuelle à Man City. Je pense que c'est facile d'aller le chercher et Man City est plutôt prêt à vendre et je pense que sur le plan individuel, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu être très bon soit sur un côté mais aussi en tant que numéro 9 et donc ça serait une super pioche dans ce rôle très précis, même si je pense que pour t'acheter aussi la paix sociale dans le vestiaire, aller chercher Marcus Thuram qui est aussi un très bon pote d'Mbappé, ça peut le faire et je pense qu'il a conscience de quel rôle il doit occuper. Il a déjà accepté de le faire en équipe de France et pourrait accepter de le faire en club. C'est quelqu'un qui se met aussi au sacrifice de Lautaro Martinez à l'heure actuelle à l'Inter et donc que ce soit lui ou Marmouche, ça pourrait fonctionner dans ce système très précis et très tourné quand même autour de Kylian. Évidemment, c'est pas super sexy pour le club des Galactiques que d'avoir comme recrue principale dans ton système de jeu Marcus Thuram ailier gauche, mais pour moi c'est l'option à privilégier pour faire fonctionner ton équipe, ton collectif. À voir aussi si tu veux te renforcer sur des postes clés comme le poste d'ailier droit. On sait pas si Rodrigo sera vraiment de retour en première partie de saison. T'as le cas du latéral gauche et peut-être aller chercher un nouveau défenseur central. Dans tous les cas, on fera peut-être une vidéo plus complète sur le mercato idéal du Real Madrid dans les semaines qui arrivent sur la chaîne. Mais pour terminer, on va quand même parler avec quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est le rôle de l'entraîneur, le rôle du coach. Il faut pour gouverner tout ça et avoir un ego comme Kylian Mbappé dans un vestiaire, un mec qui a du cran, un mec qui a de l'expérience et un certain charisme, et de ce qu'on entend, les dernières rumeurs tournent autour de José Mourinho, de Jürgen Klopp, peut-être aussi Arbeloa qui reste, et j'avais entendu il y a quelques semaines Didier Deschamps suite à son arrêt avec l'équipe de France. Perso, je pense que Mourinho ça pourrait être un divertissement absolu et ça pourrait peut-être marcher avec sa gestion des égos, même si ça fait 10 ans qu'il a plus fait grand chose en Ligue des Champions et même avec de gros clubs. Dans tous les cas, ça vient un petit peu conclure ma vidéo sur le cas Kylian Mbappé. Dis-moi ce que toi tu ferais en commentaire si t'étais le Real Madrid. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like et surtout de t'abonner à ma chaîne. On se donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour le prono de Bayern PSG. C'était Capia, gros bisous.